Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Aujourd'hui, nous allons procéder à une petite analyse économique, à savoir qui a réellement profité de la pandémie. Alors, nous allons commencer avec un petit article pour les personnes qui n'en ont pas vraiment profité et après ça, on va tomber sur ceux qui ont vraiment ramassé le jackpot. Alors, j'ai ici un petit article du journal Le Soleil qui s'intitule « Faillite à la suite de la COVID, la catastrophe n'a pas encore eu lieu ». La catastrophe anticipée au Québec et à la suite de la première vague de la COVID et de la longue période de confinement n'aura finalement pas eu lieu. Non seulement le nombre de faillites chez les particuliers et les entreprises n'a pas augmenté entre mars et juillet, mais il a même régressé de presque 50% par rapport au nombre de faillites enregistrées au même moment en 2019. Le confinement a provoqué beaucoup de chômage chez les particuliers et il a occasionné des baisses de revenus pour les entreprises qui se sont retrouvées avec des problèmes de liquidité. Elles n'ont pas le choix que de gérer de façon pointue les liquidités qu'elles avaient, de même que leur marge de crédit. Selon M. Lebel, la catastrophe anticipée ne s'est finalement pas produite parce que les gouvernements, les villes et les institutions financières ont décidé de sortir le respirateur artificiel. Les premiers ont notamment lancé le programme de la PCU, donc ça c'est ce qu'on appelle au Canada la prestation canadienne d'urgence. C'est une espèce de chômage temporaire là, pour les gens en France. Là. Ils ont donné des subventions salariales et des subventions de loyers commerciaux en plus d'accorder des prêts de 40 000 $ aux entreprises. Les villes ont reporté notamment le paiement des taxes municipales. Alors, reporter, ça ne veut pas dire annuler ça. Donc, vous avez un beau banc de neige, vous prenez votre pelle, puis vous pelletez le banc de neige juste à côté. Alors, la neige, elle ne disparaît pas dans des situations comme ça. On appelle ça pelleter en avant. De leur côté, les institutions financières sont devenues très tolérantes sur les dépôts de paiement. Elles ont fait des moratoires sur le capital. Elles ont permis de reporter des paiements sur les maisons, les autos, les assurances. Elles ont réduit les intérêts sur les cartes de crédit et elles ont quasiment cessé toutes les mesures de recouvrement de leurs clients qui ne payaient pas. Encore là, on prend le banc de neige puis on s'en va le tasser ailleurs. Tout ça a créé un sentiment de sécurité. Les gens se sont sentis en sécurité financièrement parce que le gouvernement prenait soin d'eux. Ils ont arrêté de penser à la faillite. Ils se sont concentrés sur leur santé et ils ont essayé de se protéger de la COVID. Et grâce à tout l'argent qui a été injecté par les trois groupes, les gens ont été capables de passer au travers de la crise pendant un certain temps. Malgré des chiffres encourageants au niveau des faillites, la crise des derniers mois a quand même fait des victimes. Au pays, plusieurs grandes entreprises ont dû se placer à l'abri de leurs créanciers. Et on sait exactement quel genre d'entreprise. Toutes les entreprises qui sont considérées non essentielles dans le fameux plan du Grand Reset, là, qu'on laisse pour l'instant sur le respirateur artificiel, hein, en leur faisant croire qu'on est là pour les aider, tout en leur donnant des montants qui ne sont pas du tout en mesure de pouvoir vraiment payer toutes les charges que les entreprises ont. Alors, on les laisse mourir à petit feu, là. Au pays, plusieurs grandes entreprises ont dû se placer à l'abri de leurs créanciers. Ce fut le cas de Davidity, Sale, Sportium, La Cordée, Aldo, le Cirque du Soleil et Louis Garneau Sport, dont le plan de restructuration a récemment été accepté. D'autres pourraient les imiter dans les prochaines semaines. Pourquoi est-ce que le monsieur ne parle pas du tout de la restauration? Au minimum, parce que, voyez-vous, c'est quand même un pan très important de l'économie, ça, puis lui, monsieur, il n'en parle pas pantoute. Une nouvelle crise. L'économie québécoise n'ayant pas repris sa vitesse de croisière à la suite de la première vague de la COVID, que déjà, le début d'une seconde a été confirmé la semaine dernière par la santé publique. Tout ça alors que le programme de la prestation canadienne d'urgence est terminé dimanche et que les subventions salariales d'urgence pour les entreprises prendront fin en décembre. Et alors que le spectre de la fermeture des bars, des restaurants et des commerces commence à planer sur certaines régions du Québec, plusieurs se demandent si particuliers entreprises pourront de nouveau être sauvés du pire. M. Lebel avoue qu'il ne peut répondre à la question parce qu'il ne sait pas comment le gouvernement gérera cette seconde crise. Alors,
on voit qu'il y a des gens qui souffrent, des gens qui sont dans la grosse misère au niveau de leurs questions financières, OK? Par contre, on peut voir que les gens qui ont réellement profité de cette crise-là, on ne se le cachera pas, c'est ce qu'on appelle les fameux Big Pharma, OK? Alors, je vous ai montré ici, j'ai fait quelques screenshots là, des marchés boursiers, OK? Comme par exemple, ici, vous avez l'image de Pfizer. Alors, Pfizer, on le sait, c'est le vaccin qui circule présentement, qui a été déjà délivré à plusieurs millions de doses partout dans le monde, OK? Alors, ce qu'on peut remarquer ici, en fait, c'est que, voyez-vous, là, vous avez ici là, le graphique, bon, vous avez août 2020, octobre 2020 et décembre 2020, OK? Alors, si vous regardez avant le mois d'août, OK? Donc, on se situait à peu près, je vous dirais, au début de la pandémie. Vous vous souvenez, après ça, donc l'action était quand même aux alentours d'à peu près 30 $, OK? Là, après ça, vous vous souvenez, il y a eu le président Donald Trump qui question d'essayer de laisser l'économie ouverte et surtout, je vous dirais, là, de sécuriser un petit peu les gens. Il avait à ce moment-là déclenché ce qu'on appelle l'opération Warp Speed, OK? Alors, en fait, c'était tout simplement d'inciter les laboratoires pharmaceutiques à travailler ensemble pour travailler, en fait, pour développer un vaccin, OK? Alors, voyez-vous, cette annonce-là, quand elle a été faite sur le Warp Speed, on voit que déjà en partant, le graphique a commencé à augmenter. On sait bien parce que ça reste que, en fait, les pays, même avant que le vaccin existe, la plupart des pays avaient déjà comme précommandé un méchant paquet de doses de vaccins. Okay? On ne savait même pas encore si le vaccin allait exister et pourtant quand même, le marché boursier a été vraiment très très emballé là, du fait que les pays allaient commander vraiment un nombre astronomique de vaccins. Okay? Alors ça s'est maintenu comme ça pas mal pendant tout l'été. Après ça, bon, il y a eu un petit creux pendant l'automne et tout ça. Et là, quand il y a eu les élections américaines qui ont passé avec Biden, qui a été élu comme président des États-Unis, très peu de temps après, ensuite, donc là, tout d'un coup, comme par magie, toutes les Big Pharma, les laboratoires de vaccins, ont dévoilé que le vaccin serait disponible, OK? Alors, c'est là qu'on voit qu'à ce moment-là, il y a eu une espèce de gros pic okay, au niveau de l'action de Pfizer. Alors, on sait très bien, et pour les gens qui sont au courant un petit peu de l'actualité, qu'il y a eu un très gros coup d'argent là-dedans, OK? Vous savez, par exemple, là, les gens comme les CEO, là, ce qu'on appelle les PDG des grosses compagnies pharmaceutiques, ils ont un salaire de base et la majorité de leur salaire, en fait, c'est d'avoir des actions de la compagnie. Donc, tout le monde a entendu parler de ça, ces fameuses personnes-là qui ont éventuellement vendu en bloc leur action. Et là, voyez-vous, on a vu à ce moment-là là, le cours de l'action qui a comme chuté, OK? Bon, fait que là, évidemment, c'est sûr que je ne sais pas si par la suite, on va revoir peut-être là, ça remonter, là, parce que bon, mais moi, j'ai l'impression que pour l'instant, la situation va quand même se stabiliser au fur et à mesure que les gens vont être de plus en plus vaccinés. Bon, en tout cas, mais c'est pas grave. Le principal, c'est juste de vous montrer qu'effectivement, ici, l'action qui a augmenté et après ça, vend en bloc toutes tes actions, ben, en tout cas pas toutes, là, mais une grosse partie des actions. Après ça, donc, on sait très bien, quand que le marché est inondé d'actions, ben là, forcément, on voit que le cours des actions diminue. Alors, OK. Donc là, ici, on parle de Pfizer. Ici, nous avons le cours de Moderna. OK? Donc, Moderna, sur son vaccin par rapport à Pfizer, sont un petit peu en retard. OK? Donc, c'est la semaine passée, en fait, là, que la FDA aux États-Unis a accepté là, que le vaccin de Moderna soit utilisé. Là. Alors, voyez-vous, ça l'a fait exactement la même affaire. OK? Donc, quand on a eu la nouvelle que le vaccin était sorti, voyez-vous, on a eu encore le cours de l'action qui a augmenté pas mal, OK? Et là, voyez-vous, à la fin décembre, il y a déjà une petite baisse. Pour l'instant, on voit qu'il y a une espèce de petit plateau, là. Mais je suis pas mal certain, au même titre que Pfizer, ça va faire exactement la même affaire. Vous allez avoir des gens qui vont dire « Ah ouais, ben là, écoute, moi, j'avais acheté, par exemple, l'action là, dans le courant de l'année alors que le cours était quand même assez bas. » Là, ça a augmenté au bout, paf, on va faire notre coup d'argent. Puis là, ben, vous savez aussi, les années fiscales se terminent en décembre. Hein? Fait qu'il est très facilement
à prévoir que nous allons effectivement avoir là, une grosse vente massive des actions. OK? Donc, encore des gens qui ont fait un méchant coup d'argent là-dessus. Là, nous avons ici présentement l'action de AstraZeneca. Donc, AstraZeneca, ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus, mais AstraZeneca, eux, ils ont décidé d'avoir une approche différente au niveau du vaccin. Alors, au lieu de Pfizer et de Moderna qui ont décidé vraiment de faire de la thérapie génique, vous avez ici AstraZeneca qui a décidé de faire un vaccin traditionnel en utilisant ce qu'on appelle des adénovirus, OK? C'est-à-dire qu'on prend un virus affaibli au lieu de vraiment essayer de faire du gros bidouillage génétique, là, peu importe. Alors, voyez-vous, l'action d'AstraZeneca, pour l'instant, est quand même assez stable, puis même qu'elle continue à diminuer un petit peu. Donc, pour le moment, le vaccin d'AstraZeneca n'est pas encore approuvé là, pour être utilisé à grande échelle. Donc, ça devrait être une question de jours ou de quelques semaines au plus tard. Mais ce qui différencie aussi beaucoup le vaccin d'AstraZeneca, en plus d'être du fait que c'est un vaccin traditionnel par rapport aussi, admettons, au vaccin thérapie génique des autres. Ça, cette image-là, je vous l'avais déjà montré. Alors, on voit ici que au niveau du coût du vaccin, à la base, probablement que le vaccin d'AstraZeneca va surtout être utilisé dans les pays pauvres, OK? Parce que, voyez-vous, actuellement, le vaccin d'AstraZeneca, il est ici. C'est lui qui coûte le moins cher. Donc, évidemment, c'est sûr que s'il coûte le moins cher, c'est avec lui qu'on va avoir le moins d'argent à faire. Alors que si on regarde, par exemple, le vaccin, on a ici BioNTech Pfizer, OK? Donc, se situe quand même dans les plus chers. Et sans parler du vaccin de Moderna, qui lui, sous peu, va faire son arrivée sur le marché, c'est lui qui coûte le plus cher. Donc, évidemment, écoutez, moi, j'ai l'impression, je ne connais pas la politique d'AstraZeneca, mais on s'entend que leur marge de profit va être beaucoup moins grande que les vaccins comme celui de Moderna qui va être vendu à 18 $ américains, OK? Alors, le vaccin leur coûte combien à produire? 25 sous? Puis ils vendent ça 18 $? Encore là, on s'en met plein les poches, les petites compagnies, hein? Ici, j'ai un autre article. Alors là, on vient de parler du volet des Big Pharma. On s'en doutait qu'elles allaient faire vraiment beaucoup d'argent là-dessus. Alors ici, j'ai trouvé un autre article de France 24 qui dit « COVID-19, comment les super riches se sont enrichis pendant la pandémie ». La fortune des milliardaires dans le monde a atteint la somme inédite de 10 200 milliards. 10 200 milliards de dollars durant la crise sanitaire, a constaté un rapport de la banque UBS et du cabinet de conseil PwC publié mercredi 7 octobre. Un accroissement de richesse. Puis ça, bon, mercredi 7 octobre. Puis voyez-vous, l'histoire des pics, là, des actions qui ont explosé, puis qu'après ça, il y a eu une vente massive. Ça, là, c'est arrivé après. Donc, on sait qu'à ce moment-là, leur richesse a augmenté encore plus. Un accroissement de richesse qui illustre à quel point les marchés financiers jouent un rôle d'accélérateur des inégalités pendant les crises. Hein? Le grand reset, notre but, c'est d'éviter les inégalités sociales. Alors, venez me faire croire que le grand reset, ça va vraiment aller chercher ces gens-là hein, pour essayer de rendre ça plus égal. Mais non. Elon Musk, l'excentrique patron de Tesla au SpaceX, a pleinement profité financièrement de la pandémie. Tandis qu'il pestait sur Twitter contre les mesures de distanciation sociale, il a quadruplé sa fortune qui a augmenté de 76 milliards de dollars pour atteindre 103 milliards de dollars. S'il est le milliardaire qui s'est le plus enrichi entre avril et juin, il est loin d'être le seul. La fortune des ultra-riches a progressé de 27,5% pour s'établir à 10 200 milliards de dollars, ont constaté, blablabla. Un niveau de fortune record pour les 2000 milliardaires étudiés par les auteurs du rapport qui fournit un contraste saisissant avec les millions d'individus qui ont perdu leur travail à cause de la crise sanitaire ou encore le million de Français qui a basculé dans la pauvreté durant cette période. Les rois de la tech, à l'instar du patron de Tesla, ce sont les dirigeants des entreprises du secteur tech qui ont gagné le plus d'argent ces derniers mois. Donc là, on oublie aussi là, ceux des Big Pharma, hein, soulignent les auteurs du rapport.
Si UBS et PwC évitent de citer des noms, il suffit de consulter l'indice des milliardaires de Bloomberg pour constater que Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma, donc ça c'est le boss de Alibaba, ou encore Steve Ballmer, donc ça c'est l'ancien PDG de Microsoft, sont les grands gagnants du moment. Alors, donc, le fameux 1% qui détient 50% de la richesse mondiale s'est enrichi sous notre dos, en fait, en utilisant la pandémie pour faire énormément d'argent. OK? Alors ça, c'est pas terminé. Par la suite, d'autres personnes qui ont bénéficié de la crise. OK, bon, voyez-vous, ça ici, vous avez, c'est l'action de TVA. OK? TVA, pour les Français, en fait, c'est comme notre espèce de BFM TV, si on peut dire. OK? Alors là, ce qui est très intéressant de voir dans ce graphique-là, c'est que, voyez-vous, dans les... en fait, c'est les... OK, dans les 5 dernières années. 5 dernières années. Voyez-vous, l'action du groupe TVA a sans cesse, continuellement diminué. OK? Alors ça, c'est une tendance qui n'est pas nécessairement très, très surprenante. On sait très bien que les médias traditionnels sont en train de passer une espèce de crise existentielle, si on peut dire, parce que de plus en plus, avec, par exemple, là, Internet et toutes les sources d'informations alternatives, on s'entend que la popularité des médias traditionnels a baissé, OK? Par contre, alors, ici, on est toujours dans, en fait, l'action de TVA, mais nous avons ici cette année. Donc, on voit que à partir, admettons, de décembre jusqu'ici, là, après ça, bon, tu sais, il y a eu des pics, tout ça, et on voit que, bon, à un moment donné, il y a eu énormément de variations, toujours en fonction quand même des développements qu'on avait, des annonces ministérielles, ainsi de suite. Et là, voyez-vous, avec la deuxième vague, donc là, tu sais, on sait très bien que les gens qui regardent, en tout cas qui utilisent en fait l'information des médias mainstream, ben c'est majoritairement les covido-anxieux. Hein? Alors, donc on voit très bien que là, ces gens-là sont de plus en plus accrochés. Et en plus du fait que vous avez aussi eu ici, par exemple, là, on a un cap qui commence à remonter. Ben, ça correspond un petit peu pas mal avec le deuxième confinement, OK? Et là, voyez-vous, c'est encore la même affaire. Ici, en décembre, ben là, c'est la même affaire. Donc là, présentement, au Québec, on est rendu avec un troisième confinement. Alors, les gens sont de plus en plus scotchés devant leur écran. Hein? Alors, voyez-vous, encore là, l'action de TVA, cette année, on a une espèce de petite, je vous dirais, revigorance, si on pourrait dire, qui est artificiellement alimentée au même titre que les entreprises, les particuliers qui ont eu des aides du gouvernement. Ben là, la pandémie, on s'entend que ça l'alimente un petit peu les médias parce que les gens veulent se tenir informés. Et bien entendu, c'est sûr aussi qu'en utilisant des titres qui sont sensationnalistes et toutes sortes de magouillages de chiffres pour essayer de maintenir en éveil l'intérêt des covidos anxieux. Alors bon, tout ce que je voulais vous montrer, c'était que les médias aussi profitent grandement de cette pandémie-là. Alors là, ici, on parle du groupe TVA, mais je suis pas mal sûr que si on regardait au niveau, par exemple, des médias américains ou des médias français, ça serait probablement la même chose aussi. Alors, en conclusion, donc, on voit très bien que, en fait, c'est toujours l'élite là qui profite, en fait, quand on a des situations de crise, OK? Alors, c'est toujours les élites qui s'en mettent plein les poches. Et puis, ça va être un petit peu la même affaire là, si jamais le grand reset se concrétise, si on peut dire. Là. Alors, donc, c'est toujours les pauvres qui s'appauvrissent et les riches qui s'enrichissent. Alors, voyez-vous, ici, on avait des preuves que regardez, je sais pas quoi vous dire d'autre que ça. Là, les chiffres sont devant nous. Fait que, regardez, on peut pas faire autrement que d'avoir exactement, selon moi, en tout cas, l'analyse qui est la plus logique des choses qui, selon moi, est évidente. OK? Alors, en tout cas, j'imagine que vous allez avoir beaucoup à commenter sur la situation. Je vous le dis, moi, je suis pas là pour commencer à décrire toutes les histoires de complot. OK? Tout ce que je veux, c'est toujours de donner des explications de base que certaines affaires arrivent et que, voyez-vous, ça a certaines conséquences par la suite. OK? Alors, c'est juste ça, c'est juste d'expliquer la base des affaires, puis après ça, libre à vous de vous embarquer dans autre chose. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.